tel genre, ça veut pas forcément dire appartenir à un milieu ou à une communauté. Et je pense que dans l'avenir, je voudrais que ça soit un non-sujet, comme je voudrais que entreprendre dans la sexualité, ça soit un non-sujet. Mais il y a encore malheureusement beaucoup de travail à faire dans cette voie-là. Et enfin, il y a des jours où ça paraît vraiment perdu d'avance, mais je pense pas. Il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent, beaucoup de conversations qu'on a et qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. L'esthétique me plaisait pas forcément, donc j'étais partie sur un modèle très très basique. Je l'ai reçu, j'ai été déçue. Et mon passé m'a rattrapée. Donc, dès que je l'ai reçu, j'ai commencé à le disséquer et à regarder tout ce qui n'allait pas. Donc, j'étais vraiment très, très mécontente des finitions et aussi de l'esthétique globale du harnais. Donc, avant même de l'essayer, j'étais en train de regarder ce qui n'allait pas et aussi j'en suis rapidement venue à la conclusion que je pourrais en faire un moi-même. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sextoys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble ? Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de place à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse ? Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste, il touche tout le monde de plein de manières différentes et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Bonjour Tess, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es la créatrice de Balancelle, qui est une marque artisanale de harnais et strap-on. Non, c'est la même chose. Donc c'est plutôt harnais et menottes, pardon, excuse-moi. Oui, d'accessoires érotiques. Accessoires érotiques. Enfin, pour l'instant, c'est les deux accessoires que tu développes, l'instant. mais du coup, peut-être que je viens de comprendre que tu allais en développer plus. Je te laisse te présenter et m'expliquer voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais peut-être avant même Balancelle. J'ai compris que tu travaillais entre Quimper et Bruxelles, donc ça m'intéresse. Et après, évidemment, présenter mieux que moi Balancelle et ce que tu veux en faire. Merci Manon déjà pour l'invitation à participer à ton podcast. Et je pense que la démarche que tu as entrepris est vraiment très importante et intéressante pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de la sexualité et qui permet de vraiment démocratiser tous ces métiers qui finalement sont pas des métiers si hors du commun. Pour me présenter, je pense qu'une part importante dans mon projet, ça va être l'environnement dans lequel j'ai grandi. Donc, entourée de personnes particulièrement créatives et toujours en train de faire des travaux manuels, que ce soit des hobbies ou leur travail. Donc, à avoir été incitée vraiment toute ma jeunesse et mon adolescence à
soit faire des choses assez conventionnelles pour les enfants, des Scooby-Doo, des perles rocailles pendant les vacances, ou sinon monter des murs en parpaing, mettre du vin en bouteille et ce genre de choses. Donc on m'a vraiment donné, je pense, confiance en moi sur le fait de savoir faire soi-même. Et aussi, on m'a poussée à la curiosité dans ce qui était trouver des solutions à des problèmes qui peuvent être rencontrés dans le quotidien. Donc, j'ai toujours eu cette démarche-là dans ma vie personnelle, donc pour créer des choses dont j'avais besoin, que ce soit des vêtements, des accessoires, rénover des appartements. Donc, j'ai toujours beaucoup fait les choses moi-même. Donc ça a joué un rôle très important dans la création de cette marque, pour me pousser à la développer. Sinon, d'un point de vue études et carrière, j'ai une formation universitaire et pas artisanale ou technique. Donc j'ai suivi une formation générale en lycée. J'ai une licence de langue et un master en administration des entreprises. Et après ça, j'ai travaillé 7 ans dans le secteur privé. Donc, sur un CV, ça paraît assez linéaire et classique comme parcours. Ouais, pas forcément. C'est très bien aussi. Non, ce que je voulais dire par là, c'est que je veux être assez transparente sur le fait que ça ait l'air assez linéaire et cohérent, mais qu'en fait ça l'était pas forcément. Ça a été assez éparpillé avec beaucoup de questionnements, de doutes, de frustrations sur ce que je voulais vraiment faire de ma vie, ce que je voulais étudier, ce qui m'intéressait. Et donc ça s'est retrouvé dans 5 ans d'études faites dans 5 universités différentes, D'accord. 3 pays différents. J'ai travaillé dans la même société pendant 7 ans, mais j'ai occupé 5 postes différents. Donc avec toujours envie de découvrir quelque chose de nouveau pour... par curiosité et aussi parce que au fond je savais que j'étais pas forcément à ma place et que ça me convenait pas. Donc D'accord, mais là ça fait pourtant du coup tu me disais 7 ans que tu travailles dans le secteur privé. Tu fais quoi exactement? J'ai arrêté okay. il y a plus d'un an pour justement me lancer dans Balancelle. Ah d'accord, voilà. OK. Donc Balancelle c'était c'est un projet qui a mis plusieurs années à voir le jour. Ça, c'est justement né de cette frustration que j'avais au travail et du manque de créativité que j'avais dans mon quotidien. C'était vraiment dans la pure administration dans ton travail? Oui, c'est ça. Ouais, d'accord, ok. Donc vraiment des tableurs Excel qui faisaient des kilomètres et beaucoup, beaucoup de rédaction et aussi un environnement pro avec beaucoup d'interactions avec des collègues en continu, beaucoup de sollicitations à longueur de journée, la lumière, le bruit. J'ai fini assez épuisée de cette expérience. Donc en 2018, j'ai commencé à vraiment réfléchir à ce que je voulais faire et pas changer d'entreprise pour refaire la même chose ailleurs. Je savais que ça marcherait plus parce que le temps que je passais entre chaque poste se raccourcissait au fur et à mesure que je changeais. Donc, il fallait vraiment que j'effectue un changement de carrière. Et c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur ce que je voulais faire et comment. Donc, ça a été vraiment très, très flou. Mais en parallèle, du coup, de tes études, puis de ce début de carrière dans le privé,
tu continuais à être hyper manuel chez toi, à être créative sur tes projets, à avoir des projets perso en fait. Oui, j'avais beaucoup de projets perso et je pense que c'est ce qui m'a permis de tenir aussi longtemps dans mon travail en entreprise. C'est que mes projets perso me permettaient de m'épanouir en dehors du travail. Et ma situation professionnelle et financière me permettait d'avoir tous ces projets perso. Donc, mais au bout d'un moment, les projets ont commencé à tarir ou à toujours devenir les mêmes. Et aussi en prenant des responsabilités et en travaillant 40-50 heures par semaine, il n'y avait plus beaucoup de place non plus pour le perso. Et c'est là que j'ai vraiment décidé que je pouvais pas passer autant de temps à travailler pour quelque chose qui m'animait pas. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais c'était vraiment, je pense, la recherche de sens. C'est un petit peu cliché millénial, mais Ah non, mais bon, c'est vrai quoi. Au bout d'un moment, c'est ce qu'on recherche, quoi. C'était se sentir vraiment interchangeable dans son poste et donc pas avoir l'impression de contribuer à quelque chose qui puisse faire une différence. Donc c'était là ma frustration et c'est comme ça que j'ai décidé de créer une entreprise. Au début, je savais pas de quoi. Donc, je savais juste que je voulais travailler d'abord seule pour me remettre de toutes ces années passées à travailler avec un petit peu trop de monde à mon goût. C'est quoi un peu trop de monde à ton goût? C'est une grande société avec plus de 1000 collaborateurs. D'accord. Donc, moi, j'aime bien travailler. Je suis assez introvertie. J'aime bien travailler dans mon coin et réfléchir et avoir le temps de réfléchir. Et bon, certains diront que c'est rêver, mais bon, non, je réfléchis. Et, et j'avais envie d'être aussi seule à porter un projet, en avoir la responsabilité. Et c'est là que j'ai dû réfléchir à ce que je pouvais et ce que je voulais faire. Donc, ça a pris un certain temps. Ça, c'était en 2018. Je pense que jusqu'au moment de trouver l'idée, j'ai eu 6 mois de réflexion. Je me suis fait un auto-bilan de compétences sur ce que j'étais capable de faire. Je me suis demandé si je voulais reprendre une formation, plutôt dans un domaine artisanal, donc soit la menuiserie, soit la couture. Dans lequel tu avais déjà un peu de compétences. Oui, c'est ça. Ouais. J'avais déjà appris en étant enfant et adolescente et aussi en rénovant mon appartement, l'appartement d'amis. Okay. J'avais déjà pas mal pratiqué. Je savais que c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment, toujours de créer, trouver des solutions à des problèmes, faire des choses customisées. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Donc, et l'idée de Balancelle m'est venue d'un souvenir que j'avais. C'était d'avoir acheté un harnais ou strap-on en, je pense, 2015. Donc, je l'avais acheté sur Internet. J'avais regardé pas mal de sites pour essayer de trouver un modèle. Peut-être juste pour rappel, pour ceux qui connaissent pas, moi, la première, j'ai mis un peu longtemps avant de comprendre c'était quoi la différence. En fait, c'est la même chose. C'est juste en français et en anglais, oui. Voilà. Mais quand on dit harnais, en français, c'est peut-être un peu plus difficile de savoir si on parle de harnais décoratif. Là, on parle de vraiment un harnais pour God Ceinture. On est d'accord? C'est ça, tout à fait. Voilà. Merci de préciser. Et donc j'en avais acheté un sur Internet sans réelle conviction ni enthousiasme. C'était un modèle vraiment très classique. C'est quoi très classique du coup? Très classique, c'était noir avec des sangles en Kevlar, donc c'est les mêmes sangles que ce qu'il y a sur les sacs à dos, et une pièce centrale en vinyle noir. Donc j'avais pris ça un peu par défaut et parce qu'il y avait rien d'autre qui me plaisait particulièrement. Il y avait des modèles en silicone ou sinon des modèles en cuir.
soit en cure végane, soit en cure véritable, mais dont l'esthétique me plaisait pas forcément. Donc j'étais partie sur un modèle très très basique. Je l'ai reçu, j'ai été déçue. Et mon passé m'a rattrapée. Donc dès que je l'ai reçu, j'ai commencé à le disséquer et à regarder tout ce qui n'allait pas. Donc j'étais vraiment très très mécontente des finitions et aussi de l'esthétique globale du harnais. Donc avant même de l'essayer, j'étais en train de regarder ce qui n'allait pas et aussi j'en suis rapidement venue à la conclusion que je pourrais en faire un moi-même. D'accord, forcément. Donc, bon, je veux toujours faire beaucoup de choses. Je me lance toujours dans beaucoup de projets. Donc, j'ai une to-do list à l'arrière de ma tête qui peut mettre soit 3 jours, soit 10 ans à se réaliser. Donc, on était en 2015 et en 2018, quand j'étais en train de réfléchir à ce dans quoi je pourrais me lancer, je me suis rappelé de cette idée que j'avais eue de faire mon propre strap-on. À ce moment-là, je l'avais toujours pas réalisé, mais c'était le moment. À la base, je m'étais jamais dit que ça serait pour les commercialiser, que j'en ferais un moi-même. Ça serait pour avoir moi quelque chose que je trouve beau. Mais ça m'a. Au début, je me suis dit que c'était peut-être une idée un peu délirante. Mais j'ai commencé à en parler autour de moi, à regarder aussi beaucoup ce qui se faisait sur le marché et à me rendre compte que il n'y avait pas beaucoup d'alternatives, soit au modèle de harnais qui était assez bas de gamme et d'un esthétique très basique, ou au modèle vraiment très haut de gamme en cuir et avec tout l'esthétique lié à l'univers, enfin au cliché de l'univers BDSM, Ouais. donc du cuir, du vinyle, du latex, des chaînes. De toute façon, c'est tout le temps noir, j'en ai rarement vu, ou alors des coloris proches. Enfin, c'est quand même très sombre, très le fantasme BDSM, quoi. Il y a pas. C'est les premiers que je vois comme ça, en fait, les tiens, très colorés, très fleuris parfois, avec des imprimés, plein de styles différents. Et puis même en tissu aussi, parce que la plupart, j'avais l'impression que c'était. J'ai pas encore reçu ce qu'on a mis sur le site et qu'on a trouvé pas trop mal après recommandation d'amis, mais c'est beaucoup de scratch, de tissu un peu rêche, quoi. Qui pas très confortable, Ouais. C'est et le cuir non plus c'est pas très confortable en termes de lavage, c'est compliqué aussi. Donc c'est ce que je fais, c'est une alternative à la fois plus facile d'entretien et vraiment plus coloré, avec un univers qui est complètement différent de celui qu'on attend pour ce type d'objet. Même si ça commence doucement à se démocratiser, il y a de plus en plus d'accessoires où ils intègrent de la couleur dans le cuir, ou des cuirs véganes qui donc vont teinter avec des couleurs un petit peu plus sobres et neutres que le noir, mais toujours pas d'objets en tissu, et toujours tout de même cette connotation de chaîne, de quelque chose de vraiment rigide et inconfortable. Ok, non, mais c'est très bien décrit. Du coup, tu as commencé par le harnais. Et ensuite, parce que tu as vu l'opportunité, le manque, en fait, tu as répondu à finalement ton propre problème comme beaucoup d'entrepreneurs. Du coup, j'ai pas trop compris, qu'est-ce qui t'a convaincu finalement d'en faire une entreprise? Tu vois, le switch entre je le fais pour moi et ensuite finalement j'en fais un projet aussi pour les autres. Ouais, c'est d'en parler autour de moi, dans des soirées ou dans mon cercle d'amis. Et ça, c'était bien reçu? Oui. Ok. Oui, très, très bien reçu. Et en me disant que si ça avait été une problématique pour moi, c'était possiblement une problématique pour d'autres personnes. Donc j'ai passé plusieurs mois à en discuter. Je pensais pas avoir des retours aussi facilement, mais j'ai eu beaucoup de retours très intéressants et
vraiment un enthousiasme et une facilité à parler du sujet de mes interlocuteurs, comme s'ils ils attendaient juste qu'on leur pose la question, et ils avaient vraiment énormément de choses à dire. Et donc j'ai posé beaucoup de questions à Paris, à Bruxelles, enfin dans différents milieux et dans différents types d'événements. Ce qui m'a conforté vraiment dans cette idée qu'il y avait un manque à combler sur ce marché-là. Et si je puis me permettre, quand tu posais la question, c'était souvent des gens que tu connaissais ou tu savais que, par exemple, ils seraient intéressés parce qu'ils sont homosexuels, puisque à l'origine, on imagine souvent que le harnais, en tout cas avec votre ceinture, est pour les personnes qui sont homosexuelles, enfin les femmes, mais même si ça se utilise en couple hétéro aussi, est-ce que tu as eu des retours différents selon si tu savais la sexualité de la personne ou pas? Non, j'ai pas. Non, mais c'est trop bien si t'as eu que des retours positifs. Pour une fois que j'entends ça, tant mieux, quoi. Enfin, positif et constructif. Oui, constructif, enfin, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment du feedback sur ce qui poussait les personnes à acheter un harnais ou à pas l'acheter, ou ce qui manquait dans les harnais qu'ils avaient déjà. Donc, les couples hétéros, leur retour était plus basé sur ce qui les pousserait à acheter un tel produit. Et les couples lesbiens ou trans qui souvent en avaient déjà m'ont fait du feedback sur ce qu'ils et elles avaient comme produit et ce qui n'allait pas. Et ce qu'ils recherchaient, quoi. Ouais, ce qu'ils recherchaient, si ils pouvaient en créer un comme ça du jour au lendemain. Trop bien. Donc t'as jamais rencontré de difficultés ou de un peu de jugement parce que mais pourquoi, ok, c'est cool comme projet, mais tu vas vraiment en faire une entreprise? Si, j'ai eu quelques personnes un peu étonnées et pas convaincues, mais c'est pas le public auquel je m'adresse. Donc oui, tu sais direct à qui t'adresser, comment, donc t'as pas eu ou même je sais pas sur les réseaux, tu vois, en commençant à te faire connaître, parfois les gens tombent sur ce que tu fais et tant mieux, tu vois, et du coup, t'as pas eu de non, haters? J'ai pas eu non, j'ai pas encore de haters. Je suis pas encore assez populaire. Et j'espère ne jamais en avoir, mais je sais que je m'expose à ça. Et tant pis. Je pense que c'est nécessaire. Enfin, les haters ne sont pas nécessaires, mais je pense que ce que je fais est nécessaire de pouvoir proposer de la variété dans le domaine de la sexualité et pouvoir permettre à un maximum de personnes de le vivre de façon enthousiaste et esthétique, parce que c'est dommage qu'on ait des lingeries déclinées de toutes les façons qui soient. Aujourd'hui, les sextoys qui sont vraiment très très divers et variés. On est très très loin des catalogues de vente à distance des années 90-2000 avec le massageur pour épaules ou la dame il avec... existe encore, hein, et il est quand même pas mal. Il est toujours très très populaire, oui, en effet. Mais où le boulet posé sur la joue de la dame... Ah oui, niveau comment dire, présentation, ça change niveau heureusement. Présentation et niveau variété. Donc les sextoys ont vraiment avancé dans ce domaine-là dans les 10-15 dernières années, mais les accessoires, on est toujours sur quelque chose de très simple, et je trouve ça dommageable de proposer si peu de variété pour les personnes qui souhaitent explorer leur sexualité, parce que c'est apporter des choses qui sont pas forcément belles, qui nous plaisent pas forcément dans le domaine de l'intime,
ou c'est aussi se priver d'explorer parce que on a peur des produits qui nous sont proposés, on a peur du cliché d'être catalogué et donc on va pas se lancer parce que l'objet est très peu attrayant. Alors, en tout cas, il l'était. Là, il le devient. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, il était un peu présenté pour la plupart des marques comme un objet pratique, utile et pas comme un bel objet. Contrairement quand même à d'autres accessoires. Bon, tu me diras, ils sont quand même en cuir, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de variété au niveau des menottes que tu fais aussi. Pour toi, c'était un deuxième produit assez évident dans les accessoires? Oui, c'était c'est venu plus tard. La marque s'est créée à la base sur les harnais, mais tout en gardant à l'idée que je voudrais faire autre chose. Je savais pas encore tout à fait quoi, et j'ai réfléchi vraiment à la marque autour du harnais, mais en gardant tout de même une part d'inconnu qui me permette d'intégrer d'autres produits, parce que je savais bien que je voudrais faire autre chose et que je pourrais pas m'en tenir à un seul produit. Et donc, j'ai eu l'idée des menottes peut-être 6 mois après les harnais. Et donc, j'ai commencé à prototyper les menottes. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle qui est sorti. Ce sont les menottes de poignet. Oui. Et j'ai pour projet de les décliner sous forme de menottes pour cheville et aussi menottes de lit. Ok, d'accord, trop bien. Et du coup, tes inspirations, elles viennent d'où? Pourquoi être partie directement sur du très coloré, du fleuri, de l'imprimé, des tissus qu'on pourrait sûrement retrouver voilà, sur une petite robe, voire même... Bon, c'est bizarre d'en parler là comme ça, mais sur peut-être des vêtements d'enfant, mais enfin voilà, très frais, presque innocent. Enfin après, il n'y a pas besoin de on a le droit d'être innocent en utilisant ça, hein, mais c'est pas ce que je veux dire, mais c'est juste qu'on s'imagine pas forcément ces tissus-là, justement parce qu'on a tellement l'image du BDSM et tout à côté. Voilà, d'où viennent tes inspirations? Alors, c'est clairement la représentation de mon univers à moi, qui est enfin les couleurs douces, feutrées, aussi beaucoup de naturel, les feuillages, les fleurs, les petits animaux. Donc, ce sont mes goûts finalement. Ouais, c'est souvent les personnes que je connais et qui me connaissent personnellement et qui connaissent mon intérieur, là où j'habite, voient clairement le parallèle entre ce que je crée et là où j'habite, c'est vraiment mes goûts qui sont je dirais à cheval entre les films de Sofia Coppola et la maison de la fée Clochette. Donc non, oui, c'est vaste. C'est vraiment oui, très très léger, doux, feutré comme motif et c'est vrai qu'on pourrait les imaginer dans le Marie-Antoinette de Sofia Coppola, quoi. Pourquoi pas? Il y avait bien des Converse. Pourquoi pas? Ok, d'accord. Donc oui, c'est ça. Tu vas aussi incarner un peu ta marque. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà réfléchi, du fait que tu allais devoir mettre en avant peut-être ton image pour promouvoir ta marque, ou tu vas vraiment séparer les deux? Mon image personnelle, tu veux dire? Ouais. Parce que tu vois, par exemple, là, je t'ai demandé ton histoire, etc. Oui. Même, j'ai pas forcément envie de te demander des questions hyper personnelles parce que c'est pas forcément le sujet et c'est pas parce qu'on entreprend dans la sexualité qu'on doit parler de la nôtre. Mais tu vas sûrement être confronté à ces questions-là. Oui. Et tu vois, moi, je me pose moi-même la question pour parler de sa marque et de son projet. Parfois, c'est mieux de montrer son image et de montrer l'humain qu'il y a derrière. Oui. Est-ce que tu es prête à faire ça ou parce que, en plus, voilà, c'est un univers qui te ressemble, donc... Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une question que je me suis posée et je me la suis posée, je pense plus du fait de ma personnalité que d'avoir vraiment peur d'être cataloguée ou
ou d'être harcelé ou poursuivi par les haters. Enfin, ce qui arrive souvent quand on est une femme sur les réseaux sociaux qui parle de sexualité ou même qui parle tout court. On s'expose à ça et je pense que ça me dérange pas. Enfin, c'est terrible et condamnable, mais je pense que c'était vraiment de devoir me mettre en avant, d'aller communiquer, de faire toute cette démarche commerciale et de communication qui est vraiment pas naturelle pour moi. Là, enfin, là où je me sens le mieux, c'est devant une machine à coudre dans ma Batcave. Mais je pense que c'est nécessaire et c'est aussi utiliser mon privilège pour démocratiser ce métier, démocratiser le fait que les femmes puissent créer, entreprendre et le faire dans la sexualité et que ça fait pas de nous des personnes hors normes. Apparemment si, mais bon. Apparemment si, Tant mais mieux. justement, je pense que le plus on a de modèles et de représentations de personnes qui travaillent dans ce secteur et qui le font à face découverte, le plus ça va se démocratiser. Et j'espère qu'un jour ça deviendra un non-sujet et Bien que sûr. ça sera juste un domaine parmi tant d'autres et sans toute la stigmatisation qu'il y a autour. Donc oui, je le fais enfin à visage découvert. Peut-être pas très découvert tout le temps et je serai pas non plus de tous les événements, de tous les festivals parce que c'est pas ma personnalité, mais Bien c'est sûr. pas parce que j'ai quelque chose à cacher. J'ai absolument rien à cacher et je pense que c'est mon devoir de montrer mon visage, montrer qui je suis et d'assumer complètement ce que je fais. Ouais. C'est vrai, pour le coup, par contre, dans le milieu de la sexualité, j'ai l'impression qu'on est à peu près égaux pour une fois avec les hommes sur le fait que les deux, enfin peu importe notre genre, on va être stigmatisé un petit peu dans le fait d'entreprendre dans la sexualité, voire même parfois plus eux en étant traités de pervers sexuels pour certains. Mais ouais, non, clairement, t'as totalement raison. Je voulais juste revenir sur quelque chose de beaucoup plus précis, technique sur la fabrication des harnais et des menottes. Comme c'est tout artisanal, j'ai aussi, il me semble avoir compris que c'est aussi un peu customisable, un peu à la demande en fonction de la vie, enfin des goûts de la personne. Si elle a trouvé un tissu qui lui plaisait, tu peux faire ça sur demande, quoi. Oui, et ça. Du coup, ça te prend combien de temps entre... Bon, après, t'as tes patrons qui sont déjà faits, je pense, donc maintenant, ça, c'est bon. Mais oui, de la discussion avec le ou la cliente jusqu'à la livraison. Alors, ça va être en termes d'heures de travail, si on compte la discussion et après la création, je pense qu'on va être sur 5 heures de travail à peu près. D'accord. Il faut compter 2h30, 3 heures pour la réalisation d'un harnais. Après, pour ce qui est customisé, il faut gérer le tissu. Donc, il y a plusieurs possibilités pour le tissu. Soit la personne a déjà un tissu qui lui plaît, qu'elle m'envoie ou qu'elle me donne si on est géographiquement proche. Soit elle a vu un tissu en ligne et je l'achète et je l'incorpore dans le devis. Ou elle a un motif vraiment particulier en tête. C'est ce qui s'est passé pour le harnais avec des pingouins, par exemple, qui est sur mon site. Et dans ce cas-là, j'ai un partenaire qui, lui, design les motifs. Trop bien, d'accord. Donc, qui est capable de designer les motifs et à qui j'envoie des demandes. Et donc, une fois qu'il me donne les plusieurs propositions qu'il fait, je peux les transmettre au client qui choisit celui qu'il préfère. Et il y a un échange plus ou moins long pour déterminer le motif. Et après, il est envoyé chez l'imprimeur de tissu, qui est imprimé à Paris. Ah, mais c'est génial, d'accord. Donc, tout fait en France, quoi.
Enfin, selon le tissu, évidemment, mais là, en l'occurrence... Oui, tout est fait en France, enfin dans la production, enfin la création, les idées, la production, mais toutes les matières premières sont pas faites en France. Okay. Donc, et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment aboutir à du tout fait en Europe. En France, Dans le textile, c'est assez compliqué encore. En France, c'est pas forcément facile parce qu'il y a pas mal de pièces aussi de petites merceries qui sont difficiles à trouver. Et aussi les anneaux en silicone pour lesquels il faudra sûrement que j'aille trouver un fournisseur à l'étranger parce que c'est des anneaux qui sont aussi pas mal utilisés dans le secteur automobile. Ah bon? D'accord. Oui. Parce que là, donc pour préciser, c'est les anneaux pour tenir le god qui sont au milieu du harnais. Voilà. Ok. D'accord. Qui sont en silicone de qualité alimentaire, donc qui ont vocation à pas provoquer d'allergie, bien sûr, le moins possible, et à être lavables et désinfectés dans de l'eau bouillante. Ok, d'accord. Oui, donc, mais attends, tu peux me rappeler le prix en gros, parce que quand j'ai parcouru le site, ça m'a pas non plus choqué comme prix pour le travail qu'il y a derrière. Alors, les harnais sont vendus entre 125 et 140 €. Ouais. Et les menottes sont vendues à 45 €. Ouais, c'est surtout aussi les harnais, ils sont un peu plus chers que ce qu'on peut voir habituellement, mais bon, vu le travail qu'il y a derrière, oui, voilà. on est sur de la production artisanale en vraiment petite quantité. Ouais. Donc c'est presque unique, quoi. Et ouais. Puis, mais par contre, les menottes, je trouve ça très, très abordable aussi pour le travail qu'il y a derrière, mais peut-être que ça prend moins de temps, mais... Oui, les menottes, ça prend moins de temps qu'un harnais. C'est moins technique, parce qu'un harnais... la pièce visible est en coton, mais à l'intérieur, tout est doublé avec de la sangle. D'accord, bien sûr. Bah oui, pour que ça tienne. Ouais, pour que ça tienne et que ça soit bien rigide. Mais les menottes ne le sont pas, et c'est un objet qui est plus rapide à réaliser. Et donc, le prix correspond bien sûr. au temps et aux matières utilisées. Donc, c'est pour ça que c'est un prix moins élevé pour les menottes. Ok. Et en plus de ça, donc là, tu parlais par exemple du fait que tu voulais absolument tout refaire, faire en Europe à terme. Mm-hmm. Tu es aussi engagée, j'ai vu, au niveau d'ONG, où donc tu as deux moyens, tu reverses à deux ONG différentes. Est-ce que tu peux les rappeler, et pourquoi c'était important pour toi de faire ça dès le début de la marque, sachant que c'est pas forcément évident tu vois, de s'y retrouver dans ces frais au début quand on se lance, quoi. Alors, je pense que c'est important de le faire dès le début, parce que c'est aussi montrer aux clients qu'on est engagé et qu'on n'est pas prêt à tout et à mettre de côté son éthique et ses valeurs pour lancer une entreprise. Bien sûr, il s'agit d'une entreprise et il s'agit qu'elle soit viable sur le long terme, mais pas à tout prix. Bien sûr. Donc, c'est pour ça je veux rapprocher au maximum de la France et de l'Europe mes matières premières. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de reverser une partie de mon chiffre d'affaires à des associations. Associations qui militent et œuvrent pour une société plus juste et plus respectueuse, et finalement sans le travail desquelles mon entreprise n'existerait pas en 2020. Je serais pas une femme queer en 2020 en train de vendre des accessoires érotiques, ça n'existerait pas, et mes clients n'existeraient pas non plus et n'auraient pas accès à ça. Donc ils existeraient parce que ça a toujours existé, mais en tout cas ils pourraient pas librement acheter. Ils pourraient pas accéder à quelque chose qui du coup n'existerait pas, et devrait se contenter
des harnais, des menottes qui sont produites en grande quantité et avec une qualité inférieure et un esthétique qui leur correspondrait pas. Donc c'est une façon minime de remercier ceux qui œuvrent pour qu'on puisse avoir cette liberté. Du coup, c'est quelle association déjà? Il y avait une ONG et aussi une entreprise de crowdfunding qui était assez spécialisée et j'aurais bien... Et là, il me semble que le nom n'était pas précisé et j'avoue que ça m'intéresse, bon après même pour plus tard, mais... Alors, je soutiens de nombreuses associations. Donc, je sais pas, est-ce que tu veux que je les cite toutes? Parce que il y en a une dizaine. Elles qui sont liées forcément à Balancelle, en fait? Elles sont pas liées. En fait, je m'engage à reverser une partie de mon chiffre d'affaires à ces associations-là. Ok, d'accord. Donc, j'ai pas de partenariat avec eux. D'accord, c'est toi qui personnellement le fais. Oui, après... c'est personnellement ma décision de reverser une partie de mon chiffre d'affaires à des associations qui me tiennent à cœur. Et, ok, je croyais que c'était une ou deux en particulier et j'avais pas compris qu'il y en avait autant. D'accord, ok. Tu peux en citer quelques-unes peut-être. Je pense que ça fait pas de mal de les connaître un peu plus. Je reverse donc 5% de mon chiffre d'affaires. Donc, vous, en achetant, vous contribuez à des associations telles le Refuge, le Planning Familial, les Amis de la Terre, SOS Racisme et le Fonds d'action Asperger Avenir. D'accord, ok. Et une partie également reversée à des crowdfunding ou des projets d'entrepreneuriat lancés par des femmes ou des projets qui ont trait à la justice sociale que je sélectionne en fonction des... Ok, là c'est toi qui choisis aussi. Oui, là c'est moi qui choisis et je suis ouverte également aux suggestions et aux propositions. Mais là, c'est moi qui choisis des projets auxquels je crois. Et c'est en fin d'année, du coup, reverser 2% à tel ou tel projet. Donc, trop bien. Voilà. Ok. Du coup, non, mais c'est plus clair comme ça pour moi. Et puis, ça donne aussi une idée de comment tu fais ça. Donc, ça veut dire que tu es toujours un peu à l'affût de nouveaux projets qui se lancent comme ça sur les plateformes de crowdfunding. Tu es un peu une petite veille sur des projets comme ça. Oui, une veille sur Instagram et sur d'autres réseaux aussi, sur Patreon. Donc je regarde assez régulièrement les projets qui se lancent. Donc, ok, d'accord. Du coup, je vais retourner un peu plus. À chaque fois, je n'arrive pas à bien séparer. Ça se mélange dans tous les sens, les questions entrepreneuriales, les questions plus sur la sexualité en général. Je t'ai déjà posé la question sur si tu avais rencontré des obstacles ou des difficultés. Tu n'as pas l'air trop d'en avoir rencontré, en tout cas auprès des gens. Est-ce que tu en as rencontré d'autres formes, je ne sais pas moi, financières, matérielles, vraiment sur la création de Balancelle? Alors, et où tu aurais des conseils, du coup, peut-être. Alors, j'ai préparé le lancement de mon entreprise quand même sur plusieurs années pour pouvoir la lancer sereinement et sans trop de difficultés financières et en ayant aussi l'assurance que je pouvais prendre 1 ou 2 années pour vraiment lancer ce projet et pas avoir le couteau sous la gorge en termes de financement, ce qui est souvent la façon dont les entreprises échouent rapidement, c'est d'être vraiment sous pression financièrement. Donc, j'ai travaillé, je pense, 1 ou 2 années de trop par rapport à ce que j'étais vraiment capable de fournir pour justement me mettre à l'abri et être à même de lancer un projet dans de bonnes conditions. Ce que j'ai eu comme obstacle, c'est assez anecdotique, mais c'était au niveau du dépôt de la marque auprès c'est intéressant, tu vois. Ça, on l'aborde rarement.
Donc l'Institut national de la protection intellectuelle. J'ai effectué un dépôt. Les dépôts sont payants et on peut choisir plusieurs catégories d'objets pour lesquels on dépose la marque. Il y a une période où d'autres sociétés peuvent faire appel à la publication de la marque. Que tu dis faire appel, c'est-à-dire la contrer? Oui, c'est ça. Pour Ok. soit la marque en elle-même, Le nom? oui, le nom de la marque en lui-même, s'il est trop similaire à une marque déjà existante et très très connue, ou soit juste faire appel sur certaines catégories d'objets qui porteront le nom de cette marque, et ils ont quelques mois pour le faire. Donc j'ai reçu un courrier d'une société qui me demandait de retirer ma demande effectuée à l'INPI pour certaines catégories de produits. Donc là, il y a la catégorie d'ailleurs accessoires sexuels ou érotiques à Non. l'INPI. J'imagine que oui. Non. Donc j'ai dû cocher lingerie, accessoires, vêtements, Artisanat, objet d'artisanat ouais, produits d'artisanat, confection textile. Enfin, il y a une liste énorme, ouais. Une liste vraiment énorme, et j'ai dû retirer mes demandes pour quelques catégories pour lesquelles j'aurais potentiellement pu exploiter la marque. Parce que, enfin, j'ai coché beaucoup de catégories différentes en pensant à l'avenir. Voilà. Donc j'en ai fait un maximum, j'ai dû en retirer certaines. Et plus tu coches de catégories, plus c'est payant. Oui. Ouais. Oui. Okay. Il y a plusieurs gammes différentes, je sais plus comment ils appellent ça, et donc tu vas avoir par exemple jardinage, couture, textile, métal, et à l'intérieur de chaque catégorie, tu vas avoir vraiment des déclinaisons dans le métal. Tu vas avoir acier, fer, et donc hyper précis. Voilà, c'est très très précis, donc j'ai dû en décocher certaines. Mais ça m'a pas empêché de lancer le site et d'utiliser c'est fou, la marque. Ça. Ok, j'avais pas pensé à ça. Ah, pour toi, c'était vraiment important de déposer la marque, de protéger le nom de la marque? Oui. Parce que t'étais pas, en soi, je crois pas que t'es pas du tout obligé. Non, t'es pas obligé, mais ça me donnait une assurance, et aussi une certaine je dirais assise, Ouais. en termes de marque, qu'elle soit protégée et qu'on puisse pas l'utiliser pour copier ce que je faisais, par exemple. Ouais. Du moins en France, elle est pas c'est vrai que pour le coup, t'es assez innovante sur ce produit-là, donc ouais. Et pourquoi Balancelle alors? Alors, ça a été le choix de la marque a été soumis à un vote du public. Donc le vote du public, c'est un vote à main levée à l'apéro, donc auprès de mes amis. Entre le moment où j'ai eu l'idée de créer l'entreprise et le moment où on a déterminé le nom de la marque, il a dû s'écouler un peu plus d'1 an. Donc, il y a eu beaucoup de conversations autour de ça, et j'avais toujours un bloc-notes sur moi en écrivant des idées pour l'entreprise, que ce soit le nom, les motifs et ce que je voulais en faire. Et donc, une fois que j'avais une liste de noms établie, ça a été voté, et on a décidé de l'appeler Balancelle. Enfin, j'ai eu le mot final, mais je trouvais que c'était un nom qui correspondait bien à l'univers, justement, à l'esthétique. Un nom français, facile à dire, et beau à l'écrit aussi. Donc tout ça est rentré en compte dans le choix du nom. Ok, et bêtement, Balancelle pour balancement, ou pas du tout ou...
Oui, une certaine notion de mouvement, Ouais, de mouvement. et aussi de lien, enfin de liens, comme il y a des liens sur les balançoires, enfin de cordes, pour faire appel à cet imaginaire-là, mais un peu de loin et de façon Qu'il y assez a floue. aussi la balancelle qui Oui. existe, donc qui est peut-être, enfin, Mm. là, qui est plus doux, plus collectif même Oui, que la c'est ça. balançoire, Voilà. ou enfin, pas du tout, Mm. c'est juste le mouvement peut-être. Oui, le mouvement, l'objet, oui, ça reste assez flou en termes d'image, et c'est volontaire, c'est pour que ce soit justement ce qu'on veut en interpréter aussi. D'accord, OK, trop bien. Est-ce que, enfin, j'ai pas l'impression, mais je la pose quand même, tu t'es posé des questions sur ta légitimité, à entreprendre dans ce milieu-là ou pas du tout? Hum, Tu veux dire du fait que j'avais pas d'expérience ou de réseau ou Bah, non, mais déjà, alors, ça peut être, oui, dans le milieu du textile, mais aussi hum, dans le milieu de la sexualité. hum, Enfin, ma question, je la pose souvent dans le milieu de la sexualité parce ouais, que, bah, comme il y a ce problème d'image et que c'est pas forcément un milieu qui paraît évident, alors que j'essaye à chaque fois de démontrer que c'est un milieu comme un autre avec oui, ses oui, fournisseurs, ses vendeurs, ses acheteurs. c'est tableau Bref, Excel. et c'est tableau Excel, exactement. Mais voilà, c'est souvent, on parle dans n'importe quel milieu, on parle, n'importe quel projet, on parle de, tu sais, du fameux syndrome de l'imposteur, Oui. euh, que beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses peuvent ressentir. Hum. Est-ce que tu t'es posé ce genre de questions? Enfin, ça m'a l'air d'être hyper naturel chez toi, mais même si tu as pris toutes les précautions, mais il y a des moments où tu te poses encore des questions ou ça va? Euh, Oui, c'est vrai, je me suis peu posé la question parce que j'ai assuré mes arrières, et je me suis dit que quoi qu'il en soit, ça serait une expérience vraiment enrichissante et intéressante, du point de vue de l'entrepreneuriat, et aussi du point de vue de la sexualité, et, euh, et du réseau dans lequel et avec lequel je suis amenée à travailler. Donc vraiment un changement total au niveau de ma carrière, et je suis vraiment curieuse de ça, et ravie d'apprendre. Donc je me suis toujours dit que au pire ça ferait une bonne anecdote pour plus tard si ça marche pas. D'accord. Mais enfin c'est et on pourra jamais m'en vouloir d'avoir essayé. Donc non, j'ai pas forcément non, j'ai pas de syndrome de l'imposteur. Je pense que c'est hyper important de faire ce en quoi on croit, et j'ai mis assez longtemps à trouver cette idée et à la réaliser, et j'y crois vraiment. Donc Mmh. même si j'échoue pour des raisons X ou Y, non, je suis convaincue que ça a du sens, ce que je fais aujourd'hui. OK, Et super. J'ai une dernière oui. question, et que je pose depuis assez récemment. Enfin, c'est un mélange. Souvent, je posais la question: «Est-ce que tu as des idées d'entreprise, de projets, d'associations, Mm. que tu aimerais voir émerger, en ce moment, ou plus tard?» Et en même temps, du coup, c'est 2 questions en une. Je demande parfois à mes invités, comment tu imagines, la sexualité et les relations du futur. En ce moment, je lis, un livre qui s'appelle 2069. J'ai encore oublié le nom de son auteur, c'est horrible, je le mettrai en description, qui décrit un peu, qui imagine plein de relations, dans le futur, Mm. souvent liées avec, des nouvelles technologies et tout. Est-ce que toi, tu as des idées de, voilà, de choses, qu'il faudrait faire ou comment ça pourrait être plus tard? Et notamment, bah, dans le milieu queer, que dans lequel plutôt tu es, toi, et que finalement, moi et beaucoup de gens ne connaissent pas s'ils sont pas dedans, tu vois? Mm. Je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire en disant qu'il y avait un milieu queer. Et
Je pense que j'aimerais que dans le futur, on parle pas forcément de milieu. Et je comprends pourquoi tu dis ça, parce que j'ai dit tout à l'heure que j'étais queer, mais avoir tel ou tel type d'orientation sexuelle ou genre, ou s'identifier à tel ou tel genre, ça veut pas forcément dire appartenir à un milieu, à une communauté. Et je pense que dans l'avenir, je voudrais que ça soit un non-sujet, comme je voudrais que entreprendre dans la sexualité, ça soit un non-sujet. Mais il y a encore malheureusement beaucoup de travail à faire dans cette voie-là. Et enfin, il y a des jours où ça paraît vraiment perdu d'avance, mais je pense pas. Il y a quand même beaucoup de voix qui s'élèvent, beaucoup de conversations qu'on a et qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Par exemple, est-ce que tu vois, je sais pas, des médias ou des gens qui te viennent à l'esprit là? Des conversations notamment sur le plaisir féminin. Ouais. Et la façon dont les femmes ont de le vivre. Un podcast qui me vient en tête, c'est une comédienne américaine qui s'appelle Rémi Cassimir et qui fait un podcast qui s'appelle How Come. Oui, j'ai entendu parler, je peux encore commencer. Et qu'elle a créé à la base parce que elle n'arrivait pas à avoir d'orgasme. Donc tout le podcast est parti de là. Et je crois qu'elle en est à la saison 2 ou 3. Et ça a pris des proportions et c'est devenu une question bien plus vaste que juste l'orgasme. C'est juste son point de départ dans le podcast. Et c'est beaucoup de conversations sur le genre, l'orientation sexuelle, tout ce qui touche aux problématiques de privilège, de discrimination, que ce soit raciale, religieuse, sexuelle. Et elle a utilisé juste le plaisir comme point d'accroche pour vraiment des conversations sur tous les sujets. Et je te recommande fortement ce podcast. En plus, elle est très drôle. Ok. Et en francophone, au cas où, parce que tout le monde ne va pas forcément écouter tes podcasts en anglais. J'ai malheureusement pas de... enfin, je pense que... T'écoutes beaucoup de podcasts ou de sources anglophones? Oui. Ouais. Oui, beaucoup. Et je pense que les podcasts français que j'écoute sont des podcasts assez... enfin, que... tout le monde connaît déjà, donc, les couilles sur la table, oui. Les tout le monde peut-être autour de nous, mais voilà. Tu vois, oui. Genre, par exemple, je suis pas encore sûre de savoir exactement qui écoute mon podcast, ça commence, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi pas mal d'entrepreneurs qui sont pas forcément liés à la sexualité ou au féminisme, tu vois, donc je me dis que tu vois, peut-être qu'eux ils connaissent pas les couilles sur la table, oui. Donc, c'est vrai. Pourquoi pas de Victoire Tuaillon, du coup. Ouais. Ok, d'accord. Et écoute, on va finir là-dessus, sur ces références-là. Et où est-ce qu'on peut te retrouver alors? Alors, on peut me retrouver sur balancelle-shop.com ou sur balancelle-shop, tout attaché, sur Instagram. Ok, mais super. Merci beaucoup. Merci Manon. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous l'avez compris, à vous les menottes et harnais, made in France et tout doux. N'hésitez vraiment pas à continuer de partager vos réflexions en commentaire de l'épisode, en plus des petites étoiles évidemment, ou même en message privé. Vous pouvez me contacter sur le compte Instagram talk-du8univers ou sur notre site internet talk-du6univers.com. Merci encore et à très vite.